Merci, Monsieur Niles, pour ces propos qui amorcent la thématique de la table ronde qui va suivre. Comment sensibiliser les équipes professionnelles à l'éthique? Cette table ronde est l'occasion de revenir sur le projet Réciprox, qui est un projet porté par le Gérontopolora, qui a été co-construit avec les membres de l'Axe éthique. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir leur donner la parole aujourd'hui, donc je les invite à venir me rejoindre sur l'estrade. Marc Wessmann, qui est directeur des dispositifs d'appui à la coordination Centre et Nord-Isère de la MRSI, donc Maison Ressources Santé en Isère. Eddy Bouty, président de l'association AGE et médecin généraliste coordinateur en EHPAD. Et Christian Véron, directeur d'EHPAD et membre du conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique Aura. J'invite également à nous rejoindre sur l'estrade donc Madame Corinne Réverdy, qui est auxiliaire de vie, qui a pu participer aux ateliers éthiques qu'on a pu mettre en place dans le cadre du projet Réciprox, et Pauline Goudfard, doctorante et responsable de l'axe éthique du Gérontopole. Bien. Donc, on va terminer la matinée par cette table ronde avant d'aller manger. L'idée, c'était de revenir sur le projet Réciprox, donc Réseau d'éthique citoyen de proximité. Un projet qui a été amorcé il y a 1 an et demi en partenariat avec tous les membres de l'Axe éthique qui partaient du constat, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, que les réflexions éthiques n'étaient pas forcément rendues accessibles. En tout cas, il n'y avait pas forcément d'espace pour discuter pour les professionnels en gérontologie, que ce soit des auxiliaires de vie, des aides-soignants, des infirmières, etc. Et on souhaitait créer, en tout cas proposer des espaces pour que les professionnels puissent discuter, échanger. Et on a d'ailleurs, lors des ateliers qu'on a mis en place, utilisé le jeu Ethico qui vient d'être présenté. Donc ça sera l'occasion dans cette table ronde de revenir aussi sur les ateliers, tout ce qu'on a pu aborder, puisqu'on a Corinne qui est une participante aux ateliers qui pourra nous faire part de son avis sur les ateliers. Avant de rentrer plus en détail sur l'organisation concrète de ce projet-là et des ateliers, on souhaitait donner la parole à nos 3 experts de l'axe éthique au Gérontopolora qui ont contribué à ce que ce projet ait lieu, que cette journée ait lieu aussi. Et on voulait vous présenter à la fois les constats qui ont initié le projet, les objectifs du projet, et puis finalement comment on a pu de manière plus pratique, parler d'éthique au quotidien aux professionnels. Peut-être que Marc Wessmann, vous pouvez nous dire quelques mots sur les constats, enfin en tout cas comment on en est venu à monter ce projet-là. Je vais forcément reprendre des choses qui ont été dites déjà. On est tous des professionnels qui avons des responsabilités, soit en structure, soit au domicile, et on avait un constat, c'est que on parle beaucoup de l'usure professionnelle, on parle beaucoup du fait que dans beaucoup de structures, on ne trouve plus de professionnels pour travailler. Il y en a qui partent, mais moi, par exemple, je travaille beaucoup sur les maintiens à domicile. Aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient bénéficier de prestations. Il y a du financement. Il n'y a plus personne pour effectuer ces actes, pour les aider dans les actes de la vie quotidienne. On ne trouve plus de professionnels. Et quand on parle avec eux, ce qui revient, bien sûr, il y a les questions financières, il y a les questions de fatigue, d'usure, mais il y a surtout très souvent la question du sens. C'est-à-dire, je ne sais plus ce que je fais, pourquoi je le fais, je n'ai plus de sens dans mon quotidien, dans mes actions. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé,
et je pense que l'éthique, ça devrait nous emmener vers le plaisir, mais on va déjà commencer par le sens. Moi, c'est un peu ça, ma démarche. C'est-à-dire aider des professionnels à retrouver du sens, à mettre en œuvre ce pourquoi ils sont rentrés très souvent dans ces métiers, c'est-à-dire aider, c'est améliorer la vie quotidienne de l'autre. Et pour ça, il faut interroger nos institutions. Pour ça, il faut avoir des temps où on peut se poser des questions, où on peut interroger l'institution dans laquelle on travaille. Il faut aussi avoir, je crois, des bases un peu de connaissances, certains mots, le sens de certains mots, pour pouvoir se poser des questions. Pour pouvoir se poser des questions qui vont nous permettre de bien agir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, notre travail, il a été là-dessus au début. Il s'est dit, comment faire pour que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir passé du temps pour philosopher, qui n'ont pas eu la chance d'avoir du temps pour lire des bouquins d'éthique, comment on fait pour que ces gens-là qui ont les mêmes compétences humaines que moi, que Philippe, comment on fait pour que ces gens-là puissent retrouver le sens, le plaisir du travail, l'intérêt, le service. Et c'est ça le point de départ de nos temps. Donc, donner du temps, les aider à prendre du temps, donc la formation à ce sens-là, et une compréhension des mots, un certain nombre de repères, et ensuite valoriser la réflexion. Ça aussi, ça a été très important entre nous, c'est valoriser le questionnement. Il est normal de se questionner, il est normal dans ces situations-là de ne pas savoir quoi faire. Et après, il est bien de trouver l'action juste. Et donc, vraiment, accepter de se poser des questions, accepter, montrer le côté absolument normal du « je ne sais pas quoi faire », et qui est même plus que normal, qui est bénéfique à mon avis. Et donc, on a vraiment travaillé là-dessus, donner des repères simples, accessibles à tous, et valoriser le travail réalisé. Merci Marc. Est-ce que Eddy ou Christian, vous voulez compléter sur le constat ? Oui, volontiers. Alors, en fait, tu m'as pris une partie de mon intervention. Hein, je pense que tu as dû lire mes notes. Moi, je devais essentiellement parler des objectifs et cette reprise de sens des soignants, elle me paraissait indispensable. J'ai beaucoup travaillé dans un groupe avec Elisabeth Sénégas, qui est une grenobloise qui travaille à la chimère citoyenne. Et on a fait un groupe suite à la crise Covid et puis à l'enfermement dans les EHPAD des personnes âgées. On a fait un groupe de travail entre personnes âgées, soignants, soignantes, plus soignantes que soignants, parce qu'effectivement, c'est un métier essentiellement de femmes, économistes, philosophes. Il y a eu Philippe qui est venu nous donner un coup de main. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui fait sens dans notre travail ? Pourquoi on a fait ça ? Enfin, pourquoi on a accepté de faire certaines choses ? Pourquoi on n'a pas accepté d'autres choses ? Qu'est-ce qui fait sens dans notre travail ? Et on avait interrogé une auxiliaire de vie, hein, qui était une jeune femme qui travaillait à la fois en domicile et en EHPAD, et qui dit « Mais moi, je ne comprends plus. Quand on accueille quelqu'un en EHPAD, on lui demande ce qu'il veut manger, ce qu'il ne veut pas manger, ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il veut un petit déjeuner avec du chocolat ? Et on sait que toute sa vie, toute sa fin de vie, on ne lui donnera jamais de chocolat le matin, en fait. Donc ça, effectivement, c'est se dire, mais quel sens on peut donner à nos jeunes soignants quand on dit qu'il y a une désertion, quand on dit qu'il y a une perte de l'attractivité des métiers, mais bien sûr qu'il y a une perte d'attractivité des métiers parce que ce sens de nos professions, ce sens de l'accompagnement, on l'a perdu en fait. Et la démarche éthique, elle me paraît indispensable. Alors je parle un peu vite peut-être et je parle un peu... Mais la démarche réciproque, pour moi, me paraissait quelque chose de formidable dans la mesure où on a pu faire que les gens
alors, en pratique, on avait une réunion. Alors, en EHPAD, moi je suis en EHPAD aussi. On avait une réunion avec Capucine, enfin plusieurs réunions, avec Pauline aussi, et on visionnait une vidéo sur un questionnement éthique d'une situation particulière, et on pouvait se réunir avec des soignants, des personnes âgées de l'institution, des membres du conseil de vie syndicale, donc des familles. Et puis là, on réfléchissait sur cette situation-là. Et on se dit que tout le monde est légitime dans cette démarche éthique, finalement. La personne âgée, et on a eu des personnes qui avaient des troubles cognitifs, qui ont extrêmement bien réagi, moi je trouve. On a parlé à un moment de contention et d'accueil d'une personne en institution qui n'était pas d'accord au départ, en fait, de rentrer dans une institution. Ensuite, elle a donné son accord. Mais moi, je me rappelle de cette personne âgée, tu étais là, Capucine, qui s'est mise à pleurer, en fait. Cette même personne âgée, moi, je l'avais accueilli, je lui avais demandé son accord, il avait donné son accord. N'empêche que ça a réagi, en fait. Il a pleuré parce qu'effectivement, pour lui, c'était une grande perte, même s'il avait donné son accord, son consentement, comme dit Philippe Saltel. Et voilà, c'est légitimer quelque chose d'une réflexion éthique qui donne du sens à nos travaux. Voilà. J'ai plein de choses à dire, mais je vous laisse. Non, mais c'est vrai que je ne sais pas, Christian, si vous voulez revenir sur l'organisation des ateliers, mais on peut reposer le contexte que vous aviez participé aussi. Oui, alors moi j'ai vu ça d'une manière très administrative, puisque je suis directeur d'EHPAD, donc peut-être parfois je ne sers à rien et que finalement les établissements pourraient très bien tourner sans moi. J'ai quelques doutes quand même, et je m'aperçois que cette réflexion éthique, en tout cas celle que j'ai pu insuffler, mettre en place, je ne sais pas, dans les établissements que j'ai la chance de diriger, apporte de la bienveillance au personnel. Alors je me mets sur le plan des agents, parce que c'est quand même eux qui sont là tous les jours au quotidien, et que je me suis très rapidement aperçu que même avec ces professionnels, cette réflexion éthique, elle avait besoin d'être démocratisée, parce que c'est quand même difficile, c'est un discours universitaire, c'est un discours qui a des mots compliqués parfois, avec des attitudes compliquées parfois. Et ce projet Réciprox, j'ai trouvé qu'il rentrait vraiment dans cette idée que j'avais de l'éthique, d'en faire quelque chose que tout le monde peut faire au quotidien, avec des mots simples et avec des actions très simples. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est assez vite rallié sur cette idée-là, en tout cas, de dire que l'éthique, c'est pas quelque chose d'inabordable, c'est pas quelque chose qui est dans les hautes stratosphères auxquelles on n'aura jamais accès. Non, non, l'éthique, ça doit être quelque chose qui est facilement entendable et compréhensible. Et quand je dis ça, c'est à la fois compréhensible par, en priorité, les agents, parce que c'est quand même eux qui soignent au quotidien, mais aussi en priorité par les familles. J'axe un peu plus mon discours sur les familles que sur vraiment les résidents, parce qu'on a quand même des résidents dans nos institutions qui ont pas mal de troubles cognitifs. Et là où moi je coince dans ma pratique professionnelle, c'est comment je peux m'adresser à eux pour qu'ils comprennent les choses qu'on aurait à leur dire. Donc c'est voilà, ce projet Réciprox, il a tout l'intérêt aussi de s'adresser au grand public et pas forcément soit aux résidents qui sont institutionnalisés en EHPAD, mais aussi à leurs familles, et en passant par les agents. Mais avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour les personnes qui font le ménage, je sais qu'il y a des fois où ce discours éthique, il a un petit peu du mal à percuter si on ne le démocratise pas. Voilà. Donc démocratisons-le, c'est le projet Réciprox, et faisons en sorte qu'il soit vraiment acceptable. Alors ça a été l'avantage un petit peu de ce jeu-là qu'on a essayé dans les institutions, et c'est assez drôle ce qui s'est passé, parce qu'on a donc été dans des EHPAD qui ont bien voulu tester,
Et il y avait des résidents, il y avait des agents, du personnel, il n'y avait pas de famille. Pas dans cet atelier, en tout cas pas dans ceux que j'ai vus. Dans certains ateliers, des familles étaient présentes, et puis parfois d'autres ateliers, il n'y avait pas de famille, effectivement. Mais en fait, quand on regarde bien ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas très souvent qu'ils répondaient aux questions. Ils partaient sur des choses qui étaient importantes pour eux. Ce n'est pas tellement une réflexion éthique, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que je vais manger? Parce que ça, j'aime bien, c'est là où j'éprouve du plaisir à le faire. Et puis les animations, parce que voilà, on propose ça en animation, mais j'aimerais bien qu'on en fasse d'autres. Voilà, on était sur des choses très concrètes, on n'était pas sur autre chose que ça. Donc on a senti vraiment que cette démocratisation de la réflexion à l'éthique, elle était au cœur du problème. Juste pour faire le lien avec ce qu'a pu dire Philippe tout à l'heure, on s'est plus préoccupé des moments éthiques que d'un éventuel comité éthique. On s'est vraiment préoccupé du quotidien du travail et on s'est tourné vers les personnes les moins formées au départ. C'est-à-dire que c'était vraiment ça l'objectif, c'est de démocratiser, c'est vraiment le bon mot je pense, c'est vraiment de donner l'occasion à tout le monde de montrer sa réflexion sur le sens du travail, sur l'humanité, sur l'attention à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que, quelle que soit notre formation, on partage quand on rentre dans ces métiers-là. Et donc de valoriser ça, de valoriser cette égalité. Je me souviens qu'au moment de la période Covid, il y avait je suis désolé, un directeur d'EHPAD, mais qui était venu nous voir quand on était sur un comité éthique qu'on avait structuré avec Philippe, et qui disait, moi, c'est formidable, nous, on a un comité éthique, c'est moi, la cadre, le médecin. Voilà. Formidable. Alors, à la fois, on rigole, mais c'est vraiment pour montrer que voilà, c'est intéressant de se réunir entre cadres, directeurs et médecins, mais que ce n'est pas la finalité de l'éthique. Enfin, ce n'est pas comme ça, de notre point de vue. Et donc, on est vraiment, on s'est axé sur du simple et du valorisant pour tout le monde. Ça, c'était important. Eddy, vous voulez Oui, en fait. Alors, toujours en parlant de cette période Covid là, qui nous a beaucoup traumatisés en EHPAD. Moi, je me rappelle d'un directeur d'EHPAD qui avait dit « Je suis très fier, on n'a aucun cas Covid dans notre EHPAD ». Et moi, je lui ai répondu « Je suis très fier, on a eu 48 morts ». Parce qu'on les a accompagnés, ces gens-là, en fait. Donc c'est vrai qu'on a des façons différentes de réagir. Pour revenir à Réciprox, dans Réciprox, donc dans ces modules-là, il y a une mixité. Alors moi j'avais décliné une mixité sociale, bien sûr, par des personnes âgées, par des parents et par des professionnels. Il y a une mixité d'âge aussi. On a des soignantes, moi je suis extrêmement surpris, c'est qu'en fait elles ont 18-20 ans et moi j'en ai 63 et elles pourraient être presque mes petites filles. Donc voilà, je suis extrêmement étonné par la différence d'âge. Et puis il y a donc ce gradient d'âge qui est extrêmement important. Et il y a aussi la pluridisciplinarité. Donc effectivement, des femmes de ménage, des soignants, des auxiliaires de vie, l'agent d'entretien. Et je me dis, moi j'ai toujours pendant mes études appris qu'il y avait que la médecine qui comptait et que les médecins étaient les seuls valables. On m'a toujours enseigné que les médecins étaient les seuls valables. Et je m'aperçois qu'il y a tout un monde sans qui je ne tiendrais pas, sans qui mon métier ne tiendrait pas. Et ces gens-là m'aident à comprendre qu'en fait, ce monde, il existe et que ma réflexion éthique ne tient que parce qu'ils sont là, en fait. Et que tout seul, je ne pourrais rien faire. Voilà, c'est tout. Peut-être pour repréciser les ateliers, c'est vrai qu'en introduction, j'aurais peut-être dû le dire, on a testé ces ateliers-là dans 3 structures, donc 2 EHPAD, une EHPAD dans la Loire et un autre établissement à côté de Grenoble, et une 3e structure d'aide à domicile.
Et pour ces 3 structures, on a mis en place 4 ateliers, à peu près 1 mois d'intervalle dans chaque atelier. Et ces ateliers duraient environ 1h30, donc c'était pas des comités d'éthique. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour étudier un cas précis, prendre une décision, c'était absolument pas le but. C'était pas un comité d'éthique, c'était un atelier de discussion, de réflexion éthique. Et lors de ces ateliers étaient conviés des professionnels, donc soit des professionnels de l'établissement ou des professionnels à domicile, des résidents ou des personnes âgées accompagnées et la famille. En fonction des ateliers, on avait entre à peu près 8 à 10 participants par atelier. Et on avait en amont avec Capucine et toute l'équipe du projet réalisé des vidéos thématiques qui servaient un petit peu de lanceurs de débat. Donc c'était des vidéos thématiques autour de la sexualité en EHPAD, la contention, l'agisme. Enfin, on avait une dizaine de vidéos thématiques qui nous servaient un petit peu de point de départ à la réflexion. On a également utilisé en introduction des ateliers les cartes du jeu éthico, pareil, qui servaient pour faire émerger les débats. Et ce que Christian disait, c'est qu'on se rendait compte que souvent, donc, il lisait la carte situation et puis hop, ça faisait écho. Une personne âgée revenait sur bah oui, au fait, moi c'est vrai que ma toilette, quand c'est un homme qui le fait, en fait ça me dérange, mais je ne vous l'ai jamais vraiment dit, j'ai jamais osé le dire. Bah, maintenant je le dis. Enfin, en fait, ça faisait écho à d'autres situations. Et du coup, se créer des débats entre professionnels, résidents, familles, où chacun venait expliquer son point de vue, les dilemmes qu'il rencontrait à ce moment-là. Donc globalement, voilà comment ont été construits les ateliers Réciprox. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc après les vidéos et les cartes situation, c'était vraiment des outils en fait pour lancer des débats. Et souvent, on se rendait compte que les débats émergeaient par eux-mêmes. En fait, les situations des professionnels se faisaient écho avec le vécu ou pas des résidents et des personnes âgées accompagnées. On peut peut-être proposer, donc on a la chance d'avoir Corinne qui est auxiliaire de vie et qui a participé aux ateliers dans la structure d'aide à domicile, et on lui a proposé de venir aujourd'hui nous faire part de son vécu, de ce que tu as pensé des ateliers, comment à toi, à ton niveau, avec ta vision de professionnel qui a participé aux ateliers, est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin voilà, vous expliquer un petit peu ton vécu par rapport aux ateliers. Donc voilà, je suis donc auxiliaire de vie depuis 23 ans dans un service public territorial. Donc on est un très gros service sur Voiron. On est à peu près 250 auxiliaires de vie et aide à domicile. Donc on existe sur le territoire depuis 40 ans, donc c'est vrai qu'on est bien ancré sur le territoire. Et donc les ateliers se sont déroulés donc à Innovadom. C'est un lieu ressource justement dédié aux professionnels de santé, pour la formation et aussi aux aidants et aux personnes aidées. Donc pour amener aussi des informations. Et donc les ateliers, c'est vrai qu'on était en petit groupe. Moi, je suis intervenue avec une personne que j'aide régulièrement, qui était en fauteuil roulant. Donc c'était la seule personne qui était intervenue en dehors des auxiliaires. Du coup, je pense que ça manquait d'ailleurs, parce que moi, il m'a fait le retour qu'il n'a pas pu se confronter justement avec d'autres comme lui. Je pense que ce qu'il a manqué aussi, c'est que j'aurais aimé avoir d'autres personnes de santé, enfin peut-être des infirmières ou des kinés aussi, qui viennent aussi apporter peut-être un autre regard. Ça, je trouve que ça a manqué. Mais voilà, c'était vraiment intéressant de participer. Moi, j'ai pu participer qu'à 2 ateliers sur 4. Et donc, on était en petit groupe de 6 personnes, 6-7 personnes. Et Pauline et Capucine sont intervenues avec un contenu audiovisuel. Et à partir de là, chacun pouvait librement discuter, argumenter, sans réponse d'ailleurs. On n'avait pas c'était simplement apporter une réflexion. Voilà. Travail de conscience, voilà, savoir comment on se serait positionné par rapport à une situation. Voilà. Oui, le module Réciprox, en fait, il a été conçu sous un format 4 ateliers. Donc le premier atelier, il permettait d'amorcer la discussion, d'avoir un peu des premiers éléments sur ce que c'est l'éthique.
Et puis après, chaque atelier permettait d'aborder 1 à 2 thématiques qui sont proposées via les vidéos. L'objectif des vidéos, c'était vraiment de proposer une situation concrète que les professionnels peuvent rencontrer, ou les personnes âgées qui ont assisté aux ateliers peuvent être témoins, l'avoir vécu, que ça parle concrètement et justement revenir à cette notion d'éthique, mais en pratique, et de démocratiser comme ça a été dit juste avant. Pour vous, Corinne, du coup, en tant que professionnelle de terrain, quel est l'intérêt d'avoir des espaces d'échange qui ne soient pas justement des comités éthiques, mais des espaces où chacun puisse s'exprimer, où on puisse confronter aussi les points de vue de la famille, des personnes âgées, des professionnels? Ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir trouver, d'échanger justement avec les autres. Et ce que je voulais vraiment dire, c'est que nous, dans notre service, donc c'est tout nouveau, on a fait ça avec les responsables de secteur, les directeurs de mon service, et puis donc moi j'ai participé. On a fait une charte de bonne pratique, voilà, qui est vraiment à destination des nouvelles personnes qui sont embauchées, parce qu'à savoir que dans notre service, donc chaque personne embauchée, enfin c'est un peu pour promouvoir notre service, hein, donc chaque personne embauchée est suivie avec une ancienne auxiliaire de vie. Et donc on a élaboré ce petit document comme ça qui est très petit et concis. Donc il y a toute une partie sur le savoir-faire, bien sûr, mais il y a sur le savoir-être. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a porté vraiment, voilà. Et c'est vraiment important de s'impliquer correctement dans son travail. Moi, j'ai une réelle implication dans mon métier. J'ai fait un DU en gérontologie parce que je voulais vraiment approfondir des connaissances. Et aujourd'hui, si je suis là, vraiment, ce que je veux dire, c'est que je suis vraiment pour être le porte-parole de toutes les personnes qui sont sur le terrain, qui sont concernées par ce genre de problématiques, parce qu'on a vraiment envie de travailler avec conscience, correctement. Voilà, c'était vraiment pour ça que je suis là aussi. Voilà. Merci. C'est aussi pour ça qu'on le fait. Juste, on n'est pas un organisme de formation. Le Gérontopo n'a pas pour vocation à former des gens. C'est pas du tout. La vocation de Reciprox, c'est de donner alors des moyens à des organisations qui voudraient initier une réflexion éthique, que ce soit des services à domicile, que ce soit des EHPAD, que ce soit des masses, que ce soit des femmes, enfin peu importe. L'idée, c'est de leur donner un minimum d'outils pour qu'elles puissent, au sein de leur établissement, déclencher ce travail. Donc ça, c'est vraiment important. On ne vend pas de la formation, ce n'est pas le but. Même si dedans, il y a des éléments formatifs. Ça, on l'assume assez clairement. Et donc, les vidéos, par exemple, c'est des vidéos, alors je crois qu'elles ne sont pas encore disponibles, je ne sais pas si elles sont déjà disponibles, mais qui sont libres de droit. Donc le jeu, il est dans le commerce, enfin, on peut l'acheter auprès du cabinet Socrate, et on a le jeu pour travailler le jeu avec son équipe. Donc l'idée, c'est bien ça, hein, c'est de donner des moyens à des structures qui auront envie de mettre en œuvre une réflexion au sein de leur structure, d'avoir des outils pour le faire. Voilà, c'est vraiment ça. Oui, les vidéos, elles ne sont pas encore disponibles, mais on va les mettre en ligne sur le site internet. L'idée aussi, derrière, c'est que toutes les personnes, les structures qui veulent se saisir de ces outils-là puissent le faire. Et donc, la suite de ce projet, c'est aussi de réfléchir à une diffusion large pour que voilà, ce projet-là, il ne reste pas au placard, mais qu'il soit bien saisi sur le terrain par tous ceux qui veulent s'en saisir. Je voudrais revenir un petit peu sur la question que vous m'avez posée avant cette journée, de dire comment on peut insuffler une réflexion éthique auprès des professionnels. Pour revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je m'excuse d'avance auprès du domicile parce que vous en auriez certainement grand besoin, et c'est un monde que je connais peu, donc je ne me permettrai pas d'y apporter un regard dessus. En revanche, sur les EHPAD,
Alors je suis totalement contre l'harmonisation des pratiques, malgré ce qui a été dit tout à l'heure. Qu'on applique le principe d'équité, comme nous l'a présenté Philippe Saltel, en disant il faut que ce soit abordable pour tout le monde au même endroit et dans toute la France. Oui, maintenant il faut quand même faire confiance aux gens qui travaillent, parce que c'est des gens qui veulent bien faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ils n'ont pas envie d'être malveillants, ils n'ont pas envie de tout ça, donc il faut leur faire confiance. Et si on harmonise trop les pratiques, si on va trop sur des protocoles, si on va trop sur des choses comme ça, on va couper la créativité des gens. Et il y a des gens qui sont très créatifs dans la relation humaine, parce qu'ils savent personnaliser ce qu'ils font avec un résident, et il ne faut absolument pas les empêcher de le faire. Il faut donc leur faire confiance, mais il faut créer effectivement des structures où ils vont pouvoir débattre de ça. Et si c'est un moment où ils coincent sur un avis ou sur une situation qu'ils n'arrivent pas à gérer, là, les commissions éthiques sont là effectivement pour leur donner un avis. On est bien d'accord que c'est jamais qu'un avis. Mais cet avis devient important qu'à partir du moment où il est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui partagent cet avis et qui le donnent en même temps. Et quand on dit pluridisciplinaire, effectivement, l'éthique, ce n'est pas qu'un droit médical, ce n'est pas qu'un droit soignant, c'est aussi un droit administratif et c'est aussi un droit juridique. Parce que, et je reviens sur les propos de M. Niles tout à l'heure, la première personne dans les EHPAD qui tendra ses deux poignets, c'est le directeur, en cas de conflit juridique. Donc il faut bien que l'administration soit dans cette équipe pluridisciplinaire. Quand je dis ça, ça s'adresse plutôt à mes collègues qui ont parfois tendance à ne pas y apporter l'importance qu'il faudrait lui apporter à l'éthique et à ce qu'on réfléchit dans nos établissements, et en tout cas à eux de donner du temps à ce que cette réflexion se fasse. C'est-à-dire que c'est pas une commission éthique, elle ne doit pas être créée parce qu'il y a un référentiel HAS qui dit qu'il faut le faire. Ça, c'est... enfin, pour moi, je prendrais presque le contrepas, ça. C'est-à-dire, parce que la HAS dit de le faire, je ne vais pas le faire. La commission éthique, elle doit être naturelle. Et c'est vraiment quelque chose qui doit se créer naturellement dans les établissements. C'est quelque chose qui doit faire partie de la culture de l'établissement. Tous les jours, on doit se poser des questions. Moi, j'ai créé une commission éthique avec 7 établissements. Voilà, il y a 7 établissements. Là, on a fait... on a vraiment voulu que ces établissements soient des établissements médico-sociaux pour qu'on puisse partager les mêmes problématiques. Parce que le sanitaire, ce n'est pas pareil que le médico-social à mon sens. Et la réflexion éthique dans le sanitaire n'est pas la même que dans un EHPAD. La preuve, c'est que, je cite toujours cet exemple, dans le sanitaire, on y va, on n'est pas en forme, on se fait soigner, on ressort, on est en meilleure santé, ça n'a rien coûté. On a juste présenté sa carte vitale. Quand on va en EHPAD, on y rentre dans une certaine forme qui n'est déjà pas terrible, on a le séjour, et puis, il ne faut pas se cacher la vérité, bien souvent, on en sort parce qu'on décède. Sauf que ça a coûté au minimum 2 000 € par mois. Donc voilà, il y a déjà toute cette différence-là qui fait que ce n'est pas la même chose. Et puis on ne va pas parler, on a eu donc dans le projet réciproque un cas sur une activité sexuelle en EHPAD. L'activité sexuelle en EHPAD, ce n'est pas la même chose que les activités sexuelles qui peuvent se produire dans le sanitaire. Et encore à domicile, ça doit être encore complètement différent. Oui, mais alors, voilà, c'est pour ça, si vous voulez, que je pense que il faut créer la réflexion éthique. Alors, je m'excuse pour les gens qui ne sont dans la salle, qui ne sont pas des professionnels de santé. C'est toujours plus difficile. Là, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne connais pas trop le domicile. Mais la réflexion éthique dans les EHPAD, elle doit se faire de manière naturelle. Et de toute façon, elle doit être présente. Pas parce que la HAS le préconise, mais elle doit être présente sur le projet d'établissement. C'est-à-dire qu'il faut que l'établissement reconnaisse dans ses valeurs qu'il veut faire de la réflexion éthique. Et elle doit être pluridisciplinaire avec les soignants, mais aussi avec les administratifs et aussi avec les usagers si c'est possible. Voilà, donc vous m'aviez questionné là-dessus.
Donc ne jamais prendre l'éthique comme un prérequis, c'est-à-dire que quand on va faire un recrutement, il faut peut-être questionner les agents sur qu'on risque de recruter sur leur intérêt par rapport à ça, mais bon, en principe, il n'y en a pas un qui va dire qu'il n'est pas d'accord avec. Mais en tout cas, ne pas faire une obligation de l'éthique, parce que c'est à partir du moment où on va l'obliger qu'elle va perdre tout son intérêt. Et ce projet réciproque, je trouve qu'il nous l'a bien montré, tout ça. Marc, vous vouliez compléter? Je vois Jean-Jacques qui boue et je vais essayer de dire. Je pense qu'il ne faut pas prendre le mot harmonisation des pratiques dans le sens où il faut que tout le monde, toutes les structures, fassent la même chose de la même manière. Ce n'est pas du tout ça, je pense, que je vous dire. Ça veut dire c'est qu'on doit tous quand même se poser un certain nombre de questions sur un certain nombre de sujets. Et l'harmonisation, c'est par ça que ça va commencer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser un EHPAD aujourd'hui sans penser à certains principes de mise en œuvre, de pratique, dans le cadre de la toilette, dans le cadre des repas, dans le cadre du respect de l'intimité de l'autre. Voilà. Et c'est ça l'harmonisation. Enfin, moi, je le conçois comme ça, cette notion d'harmonisation. Ce n'est pas du tout une uniformité de ce qui va être fait. Il ne s'agit pas que tout le monde dîne à la même heure. On le sait très bien, ce n'est pas du tout le problème. Par contre, on doit tous se poser la question de ce qui se passe pendant un dîner, de quel choix a la personne, et c'est cette harmonisation-là qui est nécessaire, moi, je pense. Enfin, Eddy, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, rajouter que le but caché dont vous m'aviez parlé toutes les deux, Pauline et Capucine, c'est aussi de faire la lutte contre l'agisme. Hein. C'est vrai que de plus en plus, on a des personnes, nous en tant que soignants, on a des personnes qui sont de plus en plus vulnérables, abîmées, cassées, et c'est juste nous apprendre que c'est des êtres humains et que ces êtres humains ont la même valeur de pensée, ont la même valeur de choix que nous, en fait. Donc c'est cette réflexion sur l'apprentissage à l'éthique, enfin à la démarche éthique, c'est nous dire aussi que ce ne sont pas des objets de soins, nos résidents, nos patients, ce sont des êtres humains au même titre que nous. Voilà. Je voulais juste revenir sur les différences qu'on a perçues entre le domicile et les EHPAD dans les ateliers. C'est vrai qu'on a constaté que les situations évoquées étaient sensiblement différentes, ne faisaient pas forcément référence aux mêmes choses. On a senti une vraie différence. Et peut-être de manière, si on fait un retour un peu critique sur le projet, les freins, les leviers, etc. au projet, ce qu'on a constaté, c'est qu'en établissement, c'était assez facile de réunir les résidents, les professionnels, la famille au sein d'un même endroit, en fait, et qu'à domicile, effectivement, c'était plus compliqué. Vous, Corinne, vous avez pu aller récupérer la personne âgée elle-même parce que vous aviez l'autorisation de la conduire vers un lieu autre, mais du coup, on a vu qu'à domicile, il y avait tout un intérêt pour ces réflexions-là, mais par contre que l'organisation générale des ateliers, elle était un peu plus complexe qu'en EHPAD, où finalement il y a déjà des lieux qui existent pour ça, et il y a moins ces problématiques logistiques. Mais, et pour autant, on a constaté aussi qu'en EHPAD, même si ces espaces-là n'existent pas, les professionnels peuvent déjà échanger, ils se connaissent, etc. En domicile, on a vu dans les ateliers que vous êtes... le premier atelier, c'était un premier atelier de rencontre. Bonjour, sur quel secteur tu travailles? Enfin, je ne sais pas si c'est quelque chose... En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, on s'est senti un petit peu en analyse de pratique, c'est-à-dire entre auxiliaires de vie. Et du coup, ce n'était pas le but, parce que c'était vraiment le fait... il aurait fallu vraiment qu'il y ait d'autres personnes. Mais ce qui est remonté, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ont des troubles cognitifs à domicile, et du coup, ou très très malades ou hospitalisées à domicile, dans mon service en tout cas. Du coup, c'est très compliqué de les sortir du domicile. Voilà, c'est un peu le problème qui a été rencontré. Voilà. Et moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que pendant ces ateliers, donc j'ai participé qu'à 2, j'ai été confrontée moi-même, d'ailleurs je vous en avais parlé, à une situation extrêmement complexe à domicile avec une personne de 95 ans, troubles cognitifs, sous tutelle, qui refusait les soins d'hospitalisation alors que son état le nécessitait. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut remonter au service des tutelles qui, lui, doit se référer au juge des tutelles
est-ce qu'on force la personne? En tout cas, j'ai vu des médecins, j'ai vu des infirmières qui ont exercé leur droit de retrait, qui ont vraiment, on s'est confronté à un gros problème, et c'était en plein dans ces ateliers éthiques. Et c'est vrai que j'étais axée là-dessus, moi, à ce moment-là. Et voilà, ça a duré 3 semaines de descente pour cette personne, parce qu'on n'avait pas de possibilité de la forcer à être hospitalisée. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on conclue la table ronde? Peut-être Marc? Vous avez tout à fait raison, c'est encore plus compliqué à domicile, dans l'aide à domicile, ça on le sait, enfin on l'a vu, et c'est vraiment une de notre volonté, hein, c'est de toucher ce monde de l'aide à domicile, c'est parce que c'est comme là où il y a le plus de personnes âgées, il faut être clair, c'est là où elles vivent le plus, avec des personnes âgées qui maintenant vivent avec de plus en plus de dépendance, de maladies chroniques, de troubles mnésiques à domicile. Et il faut que l'on arrive à aider ce secteur à avoir le sentiment de bien travailler, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte de ça, c'est que beaucoup d'aides à domicile ne sont pas heureuses de la manière dont elles peuvent travailler. Et comment on va arriver à monter en qualité, parce que oui, ça ne me fait pas peur ce mot qualité, de monter en qualité, je crois que la réflexion éthique va nous aider à monter en qualité. C'est pour ça qu'on veut la promouvoir. C'est elle aussi qui va lutter contre l'agisme, hein, je suis bien d'accord, et c'est tout le sens du travail qu'on a essayé de mener et qu'on aimerait mettre à disposition derrière. Bien. Merci à tous. On va conclure cette matinée. Je vous propose peut-être que pendant le repas, s'il y a des questions, des débats, on puisse en discuter autour du buffet, c'est plus convivial.